L'animalisme est aujourd'hui une réalité qui se développe de plus en plus chez les masses, à savoir que les animaux ne sont pas des jouets, que les animaux méritent une considération et méritent que l'on satisfasse leurs besoins. Ce qui, chez ces petits rongeurs nobles et mignons que sont les gerbilles qui font ici notre sujet, passe essentiellement par l'habitat. Donc ça, c'est une réalité en marche, hein. Il y a des pays qui sont plus en avance, il y en a d'autres qui sont plus en retard, mais à la fin, on ira tous au même endroit. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour s'intéresser à des pratiques tout aussi néfastes, mais beaucoup moins saisissables, dans la mesure où elles sont véhiculées par les experts eux-mêmes. Cette première vidéo vise à parler notamment de la cohabitation. Donc la cohabitation, c'est quoi? C'est une méthode de torture visant à désorienter les gerbilles qui ne s'entendent pas afin de les faire vivre ensemble. Le principe est donc de les priver de tout ce qui fait leur bonheur afin qu'elles n'aient pas d'autre choix que de s'intéresser à l'autre gerbille. Pour ce faire, on les enferme dans un habitat restreint, divisé en deux par une grille, et dépourvu d'absolument toute distraction. Donc, en conséquence, les gerbilles en cohabitation sont pendant plusieurs semaines privées d'absolument tous leurs besoins, disons, psychologiques. Elles ne peuvent plus creuser, elles ne peuvent plus grimper, elles ne peuvent plus explorer, elles ne peuvent plus ronger, elles ne peuvent plus courir comme bon leur semble. Bon, elles se retrouvent ainsi limitées à leurs besoins les plus essentiels, hein, afin qu'elles survivent, à savoir de la nourriture, de l'eau et une très fine couche de litière. La cohabitation vise de plus à échanger régulièrement les gerbilles de place afin de les tromper, de les pousser à confondre leur odeur avec celle de l'autre et ainsi à espérer une meilleure entente. Mais en attendant que ce processus hypothétique se fasse, on les force aussi, en plus de les contraindre au point qu'on a indiqué, à supporter une odeur qui n'est pas la leur, qui est celle d'une gerbille particulièrement honnie, puisqu'il y a processus de cohabitation. Dans les formes les plus dures de la cohabitation, on en vient même à enfermer les animaux dans des espaces si étroits qu'ils ne peuvent plus se dresser sur leurs pattes et en conséquence se battre. On les force, une fois encore, à s'entendre, à se considérer. Bref, la cohabitation, c'est une méthode de rééducation digne des chocs électriques, digne des régimes totalitaires. C'est quelque chose qui n'a absolument pas sa place aujourd'hui dans notre société et les mœurs, les valeurs qu'elle entend véhiculer. Donc pourquoi une telle horreur finalement? Tout simplement parce que les gerbilles étant assez capricieuses en matière de relations sociales, elles se retrouvent souvent isolées et en conséquence, les gens ne veulent pas multiplier les habitats en fonction des gerbilles qui ne s'entendraient pas avec les autres et s'emparent donc de méthodes très brutales, très barbares afin de les faire s'entendre. Les éleveurs sont par exemple particulièrement friands de ces méthodes parce qu'ils tiennent un commerce qui implique de gérer beaucoup de gerbilles et donc de les caser dans un espace le plus restreint possible. Ces éleveurs qui sont par nature dominateurs prennent de surcroît un certain plaisir à maltraiter ainsi les animaux et surtout entendent diffuser cette maltraitance. Mais évidemment, pour ceux qui ne leur ressembleraient pas, ils doivent ruser. Et c'est là la plus grande perversion de la cohabitation, c'est le fait qu'on la fait le plus souvent passer pour un bienfait. Donc comment s'y prennent-ils? En fait, ils s'appuient sur l'idée que la gerbille étant un animal social, elle a nécessairement besoin de sociabilité. Et du coup, en usant de l'autorité que leur confère leur statut d'expert en gerbille, eh bien, ils diffusent ce processus de cohabitation, ils l'encouragent systématiquement, alors que c'est une méthode complètement tyrannique et abrutissante. Non, parce que si on réfléchit 2 minutes au concept, cette histoire de sociabilité, nécessairement positive, c'est absurde. Nous autres humains ne nous entendons pas avec tout le monde. On aime bien socialiser, mais on n'aime pas socialiser avec n'importe qui. À partir de là, il est assez absurde d'imposer aux gerbilles ce que l'on ne s'impose pas nous-mêmes. Cela est d'autant plus navrant que le malheur d'une gerbille seule n'a jamais vraiment été exprimé. Par contre, ce qui est assez exprimé, c'est l'idée que certaines gerbilles sont beaucoup mieux une fois qu'elles se retrouvent seules. Donc il y a des témoignages en ce sens, et des témoignages dans l'autre sens sont beaucoup plus vaporeux, parce qu'une gerbille malheureuse, en général, elle l'est à cause d'un habitat inadapté, qui manque de structure, de variété, de nouveauté, de stimulation,
qui n'est pas capable de satisfaire tous les besoins de la gerbille. Et comme les humains, hein, les autres, c'est un moyen de satisfaire des besoins, mais ce n'est jamais le seul moyen. Du coup, il y a certainement une grande majorité de gerbilles malheureuses seules qui ne le sont absolument pas parce qu'elles sont seules, mais parce qu'elles n'ont pas les stimulations et l'habitat nécessaires. Il faut rappeler qu'une gerbille, c'est un animal assez territorial. Et un animal territorial, par nature, n'aime pas partager. Les conflits sont souvent liés au territoire. Donc en conséquence, offrir un grand territoire magnifique, un superbe royaume à une seule gerbille, bah, sur le papier, on voit pas trop pourquoi spontanément ça lui poserait problème. Toujours est-il qu'il existe des cas de gerbilles déprimées à cause du départ de l'un de leurs partenaires, mais là ce sont des cas très particuliers. Ce sont généralement des gerbilles âgées qui avaient tissé un lien de longue date et qui, encore une fois, ne peuvent être aidées par la cohabitation, puisque comme elles ont tissé un lien de longue date avec une gerbille, elles sont d'autant moins sujettes à accepter quelqu'un d'autre, qui n'est pas cette gerbille. Et puis, au passage, les privations et contraintes du processus de cohabitation achèveraient de les faire mourir d'anxiété. Donc du coup, la cohabitation, c'est une méthode barbare, c'est une méthode qui n'est même pas très légitime, hein, parce que la sociabilité, c'est bien, mais en même temps, des fois, c'est plus problématique qu'autre chose. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne fonctionne quasiment jamais. La cohabitation est quelque chose qui est très systématiquement conseillé, et qui pourtant fait l'objet de nombreux retours négatifs. Ce qui est d'autant plus intolérable que la souffrance qui est alors vécue par toutes ces gerbilles qu'on met en cohabitation est le plus souvent inutile à la fin. Quant aux cas de réussite, ils sont eux-mêmes assez douteux. Je veux dire, il y a 3 cas de réussite en fait. Le premier cas, c'est quand tout se passe bien. C'est-à-dire que tous les processus de la cohabitation se sont bien passés, il n'y a pas eu d'agressivité manifeste, et du coup, en fait, il n'y a pas eu de problème au départ. On a inventé un problème en imposant la cohabitation. Voilà, ces gerbilles-là pouvaient s'entendre, donc c'était pas la peine de les faire passer par toutes ces privations. Le second cas de réussite, c'est quand cette réussite est en fait éphémère, c'est-à-dire qu'on a torturé les gerbilles et que comme tout torturé, bah, au bout d'un moment, on craque. Donc les gerbilles ont craqué, elles ont accepté ce qu'on attendait d'elles, et puis ensuite elles ont repris les forces, elles se sont souvenues que l'intrus était un intrus d'après leur personnalité et leurs critères secrets, et se sont remises à se battre avec lui en bonne et due forme. Donc le drame de ces cohabitations semi-réussies, c'est qu'en général, on conseille aux gens de refaire une cohabitation. Voilà, celle-là, elle n'était pas assez dure, il faut faire une cohabitation encore plus sévère, et là, ça marchera. Bref, on multiplie les souffrances, on multiplie les cohabitations. C'est absolument une catastrophe. Et le dernier cas, c'est quand la cohabitation fonctionne, c'est-à-dire qu'on avait conflit au départ et qu'on a absence de tension durable à la fin. Donc ça existe, mais c'est une exception. Ce n'est pas du tout la règle de la cohabitation. Et en conséquence, ça doit être considéré comme tel, comme une exception et pas autrement, comme quelque chose de rare et qui ne vaut certainement pas tous ces sacrifices. D'autant plus qu'il faut mesurer que quelques semaines, quelques mois à l'échelle d'une gerbille qui ne vit que 2 à 4 ans, bah, ce sont des années. C'est des années de bagne imposées et puis parfois renouvelées. Donc non, c'est absolument catastrophique la cohabitation. Donc en conclusion, les gerbilles ont la particularité de pouvoir être sociables, elles peuvent apprécier la compagnie des autres, mais elles peuvent aussi ne pas l'apprécier. Et comme les humains, préférer rester seuls que mal accompagnés. On peut suggérer des partenaires à ces gerbilles à travers des rencontres, mais toujours dans le respect des choix de la gerbille, dans le respect de l'intégrité de son territoire et surtout de sa dignité. Je veux dire, suggérer des rencontres, oui, imposer l'entente par un processus barbare, non. La cohabitation est donc en définitive un processus barbare et incertain, mais toujours certainement néfaste, quelle qu'en soit l'issue. Il est donc à combattre fidèlement à l'éthique animaliste qui entend prendre en compte les intérêts des animaux, leur dignité, leurs droits. Et au même titre que la cohabitation, doivent être combattus tous ces hypocrites intéressés qui continuent de la véhiculer, de faire une surexposition de cette méthode alors qu'ils ne défendent toujours que leurs intérêts et non celui des animaux. You say you want a revolution. Well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world.
destruction.